Bienvenue dans le flow de la vie. Je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelles et allergique au bullshit. Alors ici, on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, ses hauts, ses bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. On parle beaucoup d'aimer ses qualités, de les reconnaître, etc., etc., de les cultiver, de savoir les assumer. Oui, c'est hyper important de connaître ses qualités, d'en avoir conscience, de les assumer, d'en faire quelque chose, de les entretenir, etc. Bien sûr, c'est hyper important. De les assumer et de ne pas être aussi dans la fausse modestie ou dans l'incapacité à se reconnaître des jolies choses chez nous. D'ailleurs, si vous voulez un podcast sur la fausse modestie, dites-le moi. Ça me ferait plaisir de le faire. Mais il faut que ça intéresse, bien évidemment, faut que ça vous intéresse pour que je le fasse. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sur Instagram, par message privé, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Mais oui, c'est hyper important de connaître ses qualités, de les développer, de les reconnaître pour renforcer sa confiance en soi, etc., son image de soi. Oui, 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 oui. Mais je trouve tout aussi important, si ce n'est même peut-être plus important, et là je mets un point d'interrogation, d'aller voir et d'aller reconnaître ses défauts. Le mot défaut, je trouve un peu lourd, enfin un peu nul. Pour moi, il fait entretien d'embauche, quoi. Citez-moi 10 qualités et 10 défauts. Voilà, c'est défaut. Mais on va le dire comme ça parce qu'il faut bien dire quelque chose. C'est défaut. Et d'aller les voir et les reconnaître, mais pas en mode ah, mais la honte, purée, je suis prétentieuse, non mais la honte, ou oh purée, ça fait mal, oh purée, c'est machin. Non. C'est de reconnaître un peu les trucs moins glorieux en soi, de les accepter parce que de toute façon, c'est là. Hein. Tu peux regarder ailleurs, c'est quand même là. Tu peux regarder à droite, ce sera à gauche, ou inversement, comme tu veux. La politique de l'autruche ne sert à rien. Est-il bon de le rappeler? Je ne sais pas. La politique de l'autruche dans la vie ne sert à rien. Donc autant regarder les trucs clairement et de se dire ok, bon bah j'ai des parts moins glorieuses chez moi, moins sexy, moins strass et paillettes, moins socialement acceptables, moins instagrammables, moins dev perso, voilà. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Ok, on en fait quoi? C'est là, qu'est-ce que j'en fais? Si tu as écouté mon podcast de mardi dernier sur le prisme de l'empathie, eh bien, c'est le moment de te l'appliquer à toi-même. Voilà, c'est le moment de te l'appliquer à toi-même. Si tu ne l'as pas encore écouté, je te dis pas forcément de mettre pause à cet épisode et d'aller d'abord l'écouter, c'est pas nécessaire de le faire dans l'ordre. Par contre, écoute-le aussi, ça va t'aider à comprendre. Écoute-le aussi. Si tu écoutes cet épisode-là, écoute aussi celui sur l'empathie. Tu vas comprendre, ça va s'imbriquer. Les défauts, c'est comme les qualités. C'est humain, c'est inévitable. Et absolument tout le monde en a. Toi, moi, le pape Rihanna, Beyoncé, qui tu veux. Le voisin, la voisine, le boulanger, tout le monde a des défauts. C'est humain. Si tu n'en as pas, peut-être es-tu un robot ou une intelligence artificielle, je ne sais pas. Quoique je crois que tout ce genre de truc comporte aussi son lot de défauts. Des défauts, tout le monde en a. Des grands, des petits, des voyants, des discrets, des glorieux, des un petit peu moins glorieux. Des moins glorieux, moins, et des vraiment, vraiment, vraiment très honteux. On en a tous et toutes. C'est comme pour tout dans la vie, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Ce qui va finalement poser problème, c'est l'excès. Et c'est vraiment comme pour tout dans la vie. Ce qui pose problème, c'est toujours l'excès de quelque chose. C'est comme en santé, comme par exemple en alimentation. Voilà, j'aime bien faire des métaphores, mais c'est hyper intéressant de comprendre les choses en parlant d'un autre sujet pour bien revenir à celui-là. En alimentation, on va nous dire qu'il faut manger sain, qu'il faut manger équilibré, etc. Ben, laisse-moi te dire que manger sain, c'est pas du tout comme manger équilibré. Tu peux manger des aliments sains, uniquement des aliments sains, et que ce soit hyper délétère pour toi et pas du tout équilibré. Une pomme, c'est sain. Une bonne pomme bio, là, juteuse, sans pesticides, etc., c'est sain. Mais si tu ne manges que des pommes dans ta vie, ça va pas être équilibré.
et ça va pas être bon pour toi du tout, je te le dis. Tu peux faire quelques monodiètes voilà, de pommes sans problème, et ça, pour le coup, ça peut être bénéfique. Attention à individualiser selon tes besoins, etc. Une monodiète de pommes, pourquoi pas, ça peut faire du bien. Mais ne te nourrir que de pommes toute ta vie, si saine, si bio, si jolie soit ta pomme, ça va te poser quelques problèmes. C'est pareil pour tout. Voilà. Manger un cornet de frites McDo, c'est pas sain. Mais si ça s'inscrit dans un équilibre alimentaire, ça va pas te foutre en l'air. Ne manger que du McDo, ça risque de poser problème. C'est l'excès qui pose problème pour tout dans la vie. C'est la dose qui fait le poison. Ça, c'est un concept qu'on m'a appris en école de naturo. C'est la dose qui fait le poison. Ok ? Tu avales malencontreusement une micro-gouttelette d'eau de javel qui a éclaboussé quand t'as versé dans ton seau, j'en sais rien. Bon, ça devrait aller. Maintenant, tu te sers un verre d'eau de javel, ça ira moins, ok ? C'est la dose qui fait le poison, c'est l'excès, en fait, qui pose problème. C'est vraiment une règle pour tout dans la vie. Et du coup, en termes de défauts, eh bien, c'est pareil. C'est l'excès qui peut devenir problématique. Mais c'est pareil pour les qualités. Une qualité en excès peut devenir problématique, voire même, du coup, devenir un défaut. Exemple. Je suis hyper généreuse, je pense tout le temps aux autres, je veille tout le temps à ce qu'ils se sentent bien, etc. Bon, à première vue, qualité, il n'y a pas de souci, être généreuse, penser aux autres, à leur bien-être, prendre leurs envies, leurs besoins, leurs sentiments en considération. A priori, c'est plutôt bien, c'est plutôt une qualité. Mais en excès, ça mène à quoi ? En excès, ça peut mener au total oubli de soi, de ses propres besoins, à être dans l'incapacité de poser ses limites, de dire bah non, ça je comprends bien que toi ton besoin il est là, ton bien-être il est là, mais ça pour moi c'est pas bon du tout, ça me fait du mal, c'est délétère pour moi. Peut-être même à être dans une forme de naïveté, à se faire rouler dans la farine par certaines personnes. Et dans ce cas, ce besoin de satisfaire tout le monde, ce besoin d'auto-sacrifice, déjà, il vient d'une blessure quelque part, d'une certaine croyance, donc ça mérite d'être vu, d'être rassuré, mais ça devient un défaut, ça devient un problème. Autre exemple, je sais pas, je suis perfectionniste, j'aime quand les choses sont bien faites, j'aime rendre un bon travail, etc. Bah, a priori, c'est plutôt pas mal. Ça peut pousser à faire du bon boulot, ça pousse à vouloir rendre voilà, de bons résultats aux autres, à ses collaborateurs, à ses clients, peu importe, à ses proches, dans les cadeaux, dans ce qu'on peut faire pour eux, les attentions, etc. Pourquoi pas, a priori, c'est plutôt une qualité, c'est plutôt sympa. Mais ça peut aussi te mener à de l'extrême rigueur, à de l'intransigeance envers toi-même, envers ce que tu fais, envers tes qualités, tes compétences, à de l'insatisfaction chronique, à de l'incapacité à voir ce que tu fais de bien, de jamais être satisfaite de ce que tu as rendu, de ce que tu as fait, de ce que tu as produit, de ce que tu as créé. Et dans ce cas, ça devient problématique. De toute façon, on a toujours les deux côtés de la même médaille, ok ? C'est pas noir ou blanc, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a vraiment deux facettes, c'est comme une pièce de monnaie, il y a toujours deux faces. Finalement, au-delà même de qualité et défaut, on pourrait dire comportement. Il y a un comportement qui a priori est plutôt positif et un comportement qui a priori est plutôt négatif. Un comportement plutôt intéressant, utile dans le bon sens, salvateur, constructif, et un comportement qui peut plutôt porter préjudice et devenir problématique. Mais c'est la même pièce. On est d'accord, c'est la même pièce de monnaie, sauf qu'elle a deux faces. Donc c'est intéressant d'aller regarder un petit peu tous les trucs qui sont moins glorieux à son sujet, et simplement de se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais ? Et ça, c'est ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, sur lequel je ne vais pas m'éterniser une heure, mais faire un peu redescendre la pression de ça. Se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ces trucs-là ? A priori, c'est des faux, ces trucs un peu moins glorieux. Si tu as envie de pousser le travail, tu peux te demander d'où ça vient. Mais surtout, qu'est-ce que tu en fais là concrètement, dans aujourd'hui et pour demain ? Que ce soit toi, d'ailleurs, tes défauts ou ce que les autres vont te prêter. Si tu es d'accord avec ce que les autres te prêtent. Par exemple, pour te prendre des exemples qui sont personnels à moi, pour illustrer, et parce que je parle mieux de ce que je connais bien évidemment, on m'a déjà dit, et j'ai déjà dit de moi, que j'étais trop sensible. On m'a déjà dit, mais t'es trop sensible et tu pleures tout le temps pour un oui, pour un non, t'es trop sensible, tu prends trop à cœur, etc. C'est vrai. Je peux pleurer pour un oui, pour un non, pour strictement pas grand-chose d'ailleurs. Voilà, un air de musique classique, hop, je vais me mettre à pleurer, une pub, un passage de film, peu importe. J'ai une émotivité, une sensibilité
assez accrue, assez ouverte, et les larmes me viennent très facilement. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et en plus, moi qui suis aguerrie à la thérapie, à l'accompagnement, etc., je sais généralement quoi en faire. Je vois bien quand ça nécessite que je m'arrête dessus, que je laisse sortir, que j'approfondisse, ou bien juste que hop, les larmes coulent et que je suis tout à fait apte à continuer la discussion. Bref. Mais oui, on m'a déjà dit, t'es trop sensible, tu pleures tout le temps, etc. Et ce qui est vrai. Et dans notamment ma vie de jeune fille, on va dire, mon enfance était déjà teintée de ça, mais j'avais moins d'outils, moins de conscience de ça. On va dire dans ma vie de jeune adulte, d'ado et de jeune femme, de jeune adulte, je me laissais pas mal bouffer par ça, déborder par ça en fait. Totalement débordée par ça, je prenais les choses à fleur de peau, bah, j'en parle d'ailleurs dans l'épisode sur l'empathie, je parle d'être une éponge, voilà, je suis une vraie éponge, etc. Et à un moment où on s'enferme aussi dans ces traits de caractère-là, parce qu'on en fait des fiertés. Voilà. Ah non mais moi je suis une vraie éponge, je suis hyper empathique. On a tous et toutes entendu quelqu'un dire ça. Mais ça c'est le discours de la personne, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, quand je le disais, je suis une vraie éponge, etc. On essaye de se valoriser à travers ça, mais la vérité, c'est que j'en souffrais. La vérité, c'est qu'en fait, j'avais strictement aucune capacité à naviguer mes émotions et à en faire quelque chose et à me protéger, à un petit peu cloisonner, un petit peu me distancer, le cas échéant, etc. Donc moi, je plongeais avec les personnes, hein, ni plus ni moins. Hein, enfin, et ça n'aide personne, ni la personne ni toi. C'est pas quelque chose qui est spécifiquement à valoriser. Mais typiquement, cette sensibilité-là, t'es trop sensible, etc. Je suis trop sensible. Je me faisais bouffer par ça, dirigée par ça, et je sombrais en fait souvent par rapport à ça, dans des états de dépression, de déprime, etc. De me dire oh, mais le monde, c'est trop dur et tout, parce que je n'avais aucun outil pour naviguer ça plus sereinement. Je vais pas te dire pour contrôler, pour gérer, pour machin, pour naviguer ça plus sereinement. Ok? Et j'ai appris en fait à déconstruire, à comprendre ce qu'était une émotion, à comprendre ce qui se jouait en moi, quel était mon schéma émotionnel. Il y a des personnes c'est la colère, il y a des personnes c'est les larmes, il y a des personnes c'est le retrait, le cloisonnement, voilà. J'ai appris à me connaître. Ça, on le fait en coaching si t'as besoin. C'est vraiment très intéressant. Apprendre à te connaître toi et pas tout le monde ou voilà, tous les grandes lignes qui sont données dans les bouquins. Mais toi, comment tu marches, qui tu es, pourquoi et qu'est-ce que tu as envie de faire de ça, c'est hyper important. Donc on peut le faire en accompagnement si tu as envie. Mais il y a un moment où moi j'ai appris à faire de ce truc-là qui pouvait paraître lourd, une sensibilité trop lourde et qui était débordante et qui presque me bouffait. Eh bien j'ai appris à en faire quelque chose de beau. Et à la mettre aussi, c'est pas pour rien que je fais ce métier, à la mettre aussi au service du collectif, au service des autres et du monde. Donc quand on reconnaît des choses qui peuvent paraître des comportements, voilà, des défauts chez soi, on peut commencer à en faire quelque chose de sympa. Par exemple, aussi, je suis une personne, de moins en moins, mais quand même vachement encore aujourd'hui, assez rigide. Moi, j'ai beaucoup manqué de cadre dans mon enfance et dans mon adolescence. Je n'ai pas été cadrée, je n'ai pas été encadrée. Et je partais dans tous les sens, typiquement. Couple ça à un terrain émotionnel voilà, assez tempête, eh bien, ça donnait un joyeux feu d'artifice, crois-moi. J'ai manqué de cadre dans mon enfance et dans mon adolescence, notamment d'un point de vue éducation. On m'a laissé faire beaucoup trop de choses. Eh bien, aujourd'hui, j'ai un besoin de cadre, de rigueur, d'anticipation, de prévision, d'organisation, qui est très ancré, et qui du coup peut se transformer en défaut quand il est dans l'excès. Parce que si les choses ne se passent pas comme je les ai écrites sur mon cahier, sur mon papier, ça peut très vite me déstabiliser. Si on sort du rail, des clous, si un imprévu se vient, ça peut vite me déstabiliser. Et puis aussi, ça peut être difficile à vivre pour mes proches. Là, j'ai une pensée émue pour mon conjoint, qui me supporte chaque jour. Non, blague à part, ça peut être aussi dur à vivre pour les autres, évidemment, de vivre aux côtés de quelqu'un qui est assez rigide, assez organisé, assez inflexible. Donc, et c'est dur aussi à vivre pour moi finalement, parce que ça me crée une très grosse charge mentale, parce que j'anticipe, parce que j'organise, parce que je veux toujours essayer d'avoir le contrôle, mais je le sais que je n'ai pas le contrôle, ok ? Ça aussi, une fois de plus. J'ai beaucoup appris à tempérer ça, et à naviguer entre cette organisation et cette souplesse. J'en ai parlé en coaching de groupe pour mes clientes, les clients de mon programme Level Up d'ailleurs, il y a 2 semaines de ça, 2 semaines au jour où sort cet épisode, on parlait de cet équilibre à trouver entre organisation, prévision, structure et souplesse.
Voilà, c'était notamment une cliente à moi qui travaille à son compte et qui avait besoin de trouver un meilleur équilibre dans sa vie pro, dans sa vie perso. Et du coup, c'est vraiment une notion que j'essaie de l'aider à toucher du doigt. Et c'est pareil pour tout le monde, et tout le monde a besoin de ça. C'est vraiment de la structure, de l'organisation, oui, mais tout en étant dans une forme de souplesse et d'ouverture aux imprévus de la vie. Parce que la vie, que tu le veuilles ou non, te présentera des choses que tu n'as pas anticipées sur ton petit agenda. Voilà. Et je sais ô combien, quand on refuse de s'ouvrir à ça, ça peut être frustrant et difficile. Donc en fait, cette rigidité, cette rigueur, ce besoin de structure, de cadre dont j'ai besoin, peut être extrêmement problématique en excès pour moi et pour les gens qui partagent ma vie, mais peut être aussi une excellente chose si j'arrive à être dans l'équilibre et à le mettre à profit. Notamment, mais surtout quand, comme moi, on a une entreprise, des enfants, un conjoint militaire qui est régulièrement absent et que voilà, c'est bien de savoir s'organiser, de savoir faire avancer le train sur le bon rail. Mais il faut le faire dans la souplesse, dans l'accueil de ce qui peut se présenter, et pas dans une rigidité cassante, tu vois. Un bambou, il pousse haut, très haut. Il paraît bien rigide quand tu le vois, c'est juste une tige en fait, le truc, c'est pas un gros tronc comme un gros chêne bien épais, c'est juste une tige. Mais quand il y a des bourrasques, elle tient la tige. Moi j'ai des bambous dans mon jardin, je peux te dire, et puis je suis en Bretagne, les tempêtes on connaît. Il se trimballe dans tous les sens, ça bouge à droite à gauche, mais ça ne casse pas. Pourquoi ? Parce que c'est le mélange entre cette rigidité, qui le fait monter haut dans le ciel, et cette souplesse. Ok, il y a des tempêtes, il casse pas le truc, il se plie comme ça au gré du vent, il danse avec ça. C'est ça dans l'idéal qu'il faut apprendre à obtenir en fait, à trouver comme équilibre, et cette rigidité là, cette intransigeance que tu peux avoir en toi, comme c'est mon cas, en excès peut devenir hyper chiante, hyper problématique et contre-productive, vraiment contre-productive, te mener à l'inverse de ce que tu voudrais. Mais si tu arrives à en faire quelque chose de bien, à la mettre à ton service, à ton profit, ça en fait une belle qualité. La franchise, c'est pareil. Moi, j'ai tendance à avoir du mal à dire les choses avec beaucoup de tact. Ça va sortir un petit peu comme ça vient. Ce qui peut être hyper problématique, ou ce qui peut être, si c'est fait avec la bonne intention, la bonne énergie, pas dans l'intention de blesser, de faire chier ou de déverser ta mauvaise humeur, mais avec vraiment une énergie d'aider la personne à un petit peu bouger, ça peut être vachement utile. Il y a des coachs qui sont vraiment connus pour ça, je pense notamment à certains Américains, qui ne passent pas par quatre chemins, qui vont te dire bouge-toi le cul, quoi. Et ça peut faire du bien, si c'est dit au bon moment, avec la bonne intention et dans le bon but. Donc, tout ça pour te dire que ce que tu peux voir chez toi comme étant un défaut ou un truc pas glorieux, je t'assure que tu peux en faire quelque chose de bien. Ok ? C'est toujours la même pièce avec deux faces. Donc je t'invite vraiment à aller regarder un petit peu ça. Et au lieu de te sentir, de t'enfermer, coincé dans des défauts, dans des comportements, etc., dis-toi, de toute façon c'est là, comment je peux mettre ça à profit de manière plutôt positive dans ma vie ? Voilà. Et si tu as besoin de le faire en accompagnement, une fois de plus, c'est avec grand plaisir que je le fais avec toi. Je sais que c'est pas un sujet qui est hyper facile à observer seul, à travailler seul, parce que notre mental a pour but de nous garder au chaud dans ce qu'on connaît. Et pour ce faire, il va nous créer des zones d'ombre, des choses qu'on n'arrive pas à voir tout seul en fait, un petit peu comme un angle mort quand t'es en voiture, tu vois, t'as besoin d'un petit coup de main pour le voir, de te déplacer, de te bouger, de changer, de tourner le regard, de tourner la tête, de changer de position, et c'est pas facile forcément à faire tout seul, s'agissant de ses pensées, de ses croyances, etc. Donc c'est aussi là tout l'intérêt du coach. On fait un état des lieux, introspection, et on voit ce qu'on fait de ça, action. Ça c'est vraiment ma formule à moi, introspection, action. Donc si tu veux venir faire introspection, action avec moi en coaching, bienvenue, avec plaisir. Tu peux me contacter sur Instagram, tu as mon profil dans la description. J'en parle, je le répète pas à chaque fois, mais je vais faire un petit rappel ici. Pour travailler avec moi, il y a deux options. Il y a soit le coaching individuel qui s'appelle Nouvelle Vie, ça veut tout dire, c'est très prometteur, qui s'appelle Nouvelle Vie, qui est un coaching individuel qui comporte 8 séances individuelles. Donc ça s'étale plus ou moins sur 2 mois, évidemment. S'il y a des semaines où tu peux pas, parce que tu es en vacances ou quoi, ou qu'est-ce, ça se décale d'autant. Les séances ne sont pas perdues, bien entendu. Donc plus ou moins 2 mois, en tout cas 8 séances, c'est sûr. En individuel, en visio, et on avance sur tes envies, ta vision, ton plan d'action, tes habitudes, etc. Introspection, action.
Donc ça c'est Nouvelle Vie, et il y a aussi le programme Level Up. Level Up est un programme de coaching de vie qui dure 1 an. Oui, 1 an. C'est un programme de groupe. C'est une autre dynamique. C'est vraiment, au-delà de coaching, de simple coaching, c'est une aventure de vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a du coaching chaque semaine. Life et mindset. Chaque semaine. Chaque semaine, oui. C'est... Ouais. Il y a du coaching chaque semaine. Je sais que ça peut paraître comme un peu énorme, mais je t'assure qu'en fait ça fait partie de la dynamique, et surtout pour le prix auquel je l'offre, c'est, je sais, assez dur de le croire, sachant que un coaching individuel dans la moyenne des coachs, ça va être 1 heure entre 50 et 300 euros, voire 1000 euros, voire 10 000 euros pour certains coachs. Level Up pour 1 an, le prix actuel qui sera amené bien évidemment à évoluer. Pour 1 an, tu payes 889 euros. Au jour où j'enregistre ce podcast, pardon. Donc ça évoluera dans les mois à venir, au fur et à mesure que l'aventure s'étoffera. Mais voilà, juste pour te dire que pour moins de 900 euros, tu as du coaching chaque semaine. Voilà, ça laisse un petit peu à réfléchir. Donc Level Up, c'est du coaching de groupe chaque semaine. C'est aussi toute une base de formation vidéo, tu as plusieurs heures de modules vidéo à visionner sur les émotions, les pensées, la confiance en soi, l'image de soi, le regard des autres, les habitudes, le passé, le futur, la toi de l'avenir, tes habitudes, ton hygiène de vie, etc. Plus des intervenantes expertes en plein de domaines qui interviennent ponctuellement, plus un espace d'échange et de communauté sur Discord. Donc il y a vraiment cette dynamique communauté en fait, c'est du collectif. Autant Nouvelle Vie, c'est de l'individuel, c'est toi et moi, mais Level Up, c'est vraiment du collectif. Voilà, un petit peu pour les deux formules. C'est vrai que j'en parle rarement, mais je me permets ce rappel ici, si jamais ça peut t'intéresser, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Et en attendant, j'espère sincèrement que cet épisode t'a fait du bien. Parce que des fois, il faut apporter un peu de foutage de paix. On se fout un peu la paix. Dans nos défauts, dans nos trucs moins glorieux, dans les trucs qui sont un peu moins paillettes. Certains appellent ça les zones d'ombre, les parts d'ombre. Donc j'espère que ça t'a fait du bien de pouvoir dégonfler un petit peu le ballon de la culpabilité de pas être parfaite. Et je te dis à mardi prochain pour le prochain épisode. En attendant, prends bien soin de toi. Salut.